Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu avec une boîte déjà magnifique. Il s'agit de Black Rose War, c'est une très grosse boîte, regardez par rapport à ma tête. C'est un jeu de Marco Montanaro édité chez Ludus Magnus Studio. C'est pour 2 à 4 joueurs, pour 14 ans et plus, pour une durée d'environ 90 minutes. 90 minutes c'est chaud, hein, je vous le dis direct. Et puis vous pouvez monter jusqu'à 6 joueurs avec cette extension qui s'appelle Hidden Thorns, voilà, avec 2 personnages supplémentaires. Donc c'est d'ailleurs les personnages que vous verrez dans l'explication qui arrive tout de suite après le générique, c'est parti. Voilà la mise en place pour Black Rose War. Alors ici vous avez l'ensemble de salles qui vont composer l'espèce d'arène géante pour le combat des sorciers. Ici j'ai enlevé volontairement tout un paquet de salles pour que cela puisse rester globalement dans le champ de la caméra avec tout le matériel à côté. Donc nous avons toute une série de tuiles et nous avons également ici des chambres qui seront les chambres des sorciers qui démarreront toujours dans la chambre correspondant à leur couleur. Nous avons donc un sorcier de couleur violette, ici rose, qui s'appelle Genève, et ici un sorcier de couleur blanche qui sera appelé Marco. Alors à savoir que ces sorciers ne sont pas dans la boîte de base mais dans cette extension qui s'appelle Hidden Thorns, voilà, avec donc les 2 personnages qui sont ici. En gros dans cette extension là c'est à peu près tout ce que vous trouverez, mais vous pourrez trouver une adaptation de la mise en place pour 5 ou 6 joueurs. Donc dans la mise en place, nous avons ici un petit plateau avec la piste des scores. Le premier arrivé à 30 points, c'est-à-dire qu'on finira le tour et après ce tour, ce sera le décompte des points. Un joueur peut déclencher la fin de partie en arrivant sur 30, mais également la rose noire va pouvoir déclencher cette fin de partie, car vous verrez que la rose noire se déplace sur la piste des scores et interagit également dans ce jeu avec les joueurs et avec les salles. Nous avons ici des quêtes, donc ce seront les quêtes qui vont rapporter des quêtes personnelles qui vont vous rapporter des points si vous arrivez à les faire. Vous pourrez les défausser, mais à savoir qu'à chaque fois que vous allez défausser une carte quête sur la première phase lunaire, hein, puisque vous voyez ici qu'il y a un croissant de lune, ici une demi-lune, et ici une pleine lune, et bien en fait à chaque fois que vous allez défausser une carte avant la demi-lune, cela va faire avancer la rose noire d'une case. À chaque fois que ce sera après la demi-lune, la rose noire avancera de 2 cases si vous défaussez une carte objectif, donc demi-lune. Et si vous êtes après le symbole de la pleine lune, eh bien la rose noire avancera de 3 cases sur la piste des scores si vous défaussez une carte objectif. Donc vous avez par exemple ici, si vous révélez au moins 2 sorts avec un petit signe d'éclair comme ceci, un signe de destruction dans le même tour, et bien alors vous aurez réussi cet objectif et vous pourrez le signaler. À ce moment-là, vous pourrez gagner 1 point directement de déplacement sur la piste de la rose noire. Donc lorsque vous avez des objectifs cachés, eh bien vous les mettrez sur ce côté de votre tableau de personnages et lorsqu'elles seront révélées et gagnées, eh bien vous les mettrez de l'autre côté sur leur face révélée. Attention, vous ne pourrez jamais avoir plus que 2 objectifs en même temps sur votre tableau de joueurs, donc c'est pour cela que parfois vous allez peut-être être obligé de défausser des objectifs. Donc lorsque vous allez arriver à la phase demi-lune, eh bien vous allez tout simplement enlever le paquet des objectifs de croissant de lune pour les remplacer par les objectifs demi-lune et ainsi de suite pour lorsque vous serez arrivé sur la phase lunaire complète, c'est-à-dire la pleine lune. Nous avons ici un emplacement réservé pour le pion de la salle de la rose noire, car vous voyez ici que toutes les salles ont un petit pion comme ceci. En fait, lorsque vous allez faire l'action d'une salle, eh bien en fait vous allez retourner ce pion et plus personne d'autre pendant cette manche ne pourra faire l'action de la salle en question. Donc la salle de la rose noire qui est ici a également son pion. Ce pion vous permettra d'aller chercher des sorts oubliés dans ce petit paquet de sorts qui sont très puissants, mais par contre vous n'aurez accès à l'action de la salle de la rose noire qu'à partir du moment où un joueur aura atteint la phase demi-lune qui est ici.
Donc les différentes actions des salles sont à retrouver sur l'aide de jeu qui est fournie. Vous en avez plusieurs exemplaires. Vous avez toutes les salles d'indiquer et vous allez donc avoir l'action à réaliser dans chaque salle. Si l'on prend par exemple l'action du cimetière, eh bien vous allez pouvoir invoquer un Landnech. Je n'ai jamais su comment on disait ce truc-là, mais un Landnech. Donc en fait c'est un squelette, voilà, un squelette qui ressemble à un petit chevalier comme ceci, voilà. Donc les invocations, je vais vous en parler juste après, mais voilà, donc vous pouvez invoquer des personnages et vous allez les contrôler lors d'une certaine phase de jeu. Sur le même plateau, nous avons les cartes justement des invocations. Donc par exemple, si vous invoquez un Landsnecht, eh bien vous allez donc avoir un mort-vivant. Et ici, vous avez sa carte avec son nombre de déplacements, de tuiles de déplacement à chaque fois, le nombre de dégâts qu'il inflige lorsqu'il attaque et son nombre de points de vie. Les invocations sont en nombre limité, s'il n'y a plus de cartes de disponibles, eh bien vous ne pouvez plus invoquer ce type de monstre jusqu'à temps qu'il revienne dans la défausse. Nous avons ici un deuxième plateau qui va correspondre au plateau des événements. Donc vous avez également ici les cartes événements, donc les cartes blanches qui sont ici. Donc vous avez des cartes croissant de lune, des cartes demi-lune et des cartes pleine lune. Sur le même principe que les cartes objectifs, lorsque vous allez passer une phase lunaire, eh bien vous allez remplacer le paquet pour avoir de nouvelles cartes à proposer. Comment ça va se passer une carte événement? Eh bien lorsqu'on va tirer une carte événement, par exemple comme celle-ci, eh bien vous allez avoir une condition d'entrée, une position sur la piste des événements et une condition de sortie. Vous aurez également ici l'effet de cette carte. Ici par exemple on voit que lorsque la carte est piochée, eh bien la rose noire va avancer de 2 cases sur la piste des scores. Donc ici, dès que cette carte événement est tirée, la rose noire avance. Ensuite, on voit que cette carte sera placée sur le premier emplacement des 3, puisque vous voyez ici qu'il y a 3 emplacements de cartes. Et bien, lorsque cette carte sera tirée, elle ira directement ici. Cela veut dire que l'effet de la carte qui est indiquée ici sera valable sur les 3 manches à partir du moment où la carte est sur le plateau, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Puisqu'à chaque manche, en fait, la carte va se déplacer d'un cran pour aller petit à petit jusqu'à la fin du parcours et arriver juste ici. À ce moment-là, on regardera s'il y a un effet de sortie. Ici, on voit que la rose noire avance de 1 lorsque la carte sort du jeu. Donc vous avez des cartes qui sont comme ceci qui arrivent en première position. Vous avez des cartes comme celle-ci. Donc là, la carte a un effet sur l'avancée de la rose noire, elle avance de 1. On réalise l'effet immédiatement, puisque c'est marqué ici, et la carte va directement dans la défausse sans faire avancer la rose noire. Vous avez ici les cartes de différentes écoles de magie, donc la conspiration, la divination, la nécromancie, l'illusion, la transmutation, la destruction et les sorts oubliés. Les sorts oubliés sont, comme je vous disais, réservés à la salle de la rose noire. Et ensuite, vous allez avoir donc des magiciens. Vous allez choisir votre magicien parmi les 6 si vous avez l'extension. Sinon, ce sera parmi 4 magiciens. En fait, vous allez avoir donc un magicien qui aura une école de magie de prédilection. Par exemple, Genève a comme école de magie de prédilection la conspiration. Vous allez avoir une carte, enfin là il y en a 3, mais c'est les 3 mêmes. Vous allez avoir donc des cartes de base, donc vous allez avoir un sort de base pour Genève. Vous allez forcément en garder un, et ensuite vous remettrez les 2 mélangés dans le paquet qui correspond à son école de magie. Donc ici la conspiration, vous les mettez dans le paquet, vous mélangez le paquet, et voilà. Et lorsque vous allez retomber dessus, ces cartes vous allez pouvoir les prendre alors que les autres joueurs ne pourront pas les avoir. Si vous avez votre personnage qui est dessiné sur l'une des cartes, seul le personnage qui est indiqué sur la carte peut prendre cette carte, sinon il faudra la défausser et prendre une autre carte. Donc vous allez faire votre grimoire, mais pour cela, vous n'êtes pas obligé de faire votre grimoire à partir de votre école de magie de prédilection. Imaginons que vous ayez pris vos plateaux de joueurs et que vous aviez envie d'aller plutôt dans la divination, mais que un autre joueur a pris la divination avant vous, et ben c'est pas grave, vous pouvez garder votre carte, puisque celle-là, elle est obligatoire, votre carte de conspiration. Vous allez prendre le paquet de cartes de divination, et au dos des cartes comme ceci, les grandes cartes format tarot, et bien vous allez avoir les decks qui sont proposés. Ici, vous avez un premier deck de proposé, ici un deuxième. Vous allez regarder dans le paquet de cartes les sorts qui vous plaisent, soit de l'un, soit de l'autre. Vous allez prendre tout ce qui correspond, par exemple, à clairvoyant ou tout ce qui correspond à ritualiste du temps. Vous allez y ajouter votre carte de magie de base, et cela va composer votre grimoire.
Et une fois que vous aurez votre grimoire en main, eh bien vous allez pouvoir commencer le jeu. Et là, on va pouvoir rentrer vraiment dans le vif du sujet. Voilà, donc là j'ai pris toutes les cartes qui composaient un des 2 decks proposés sur dans l'école de magie Conspiration. Et donc cela va composer mon grimoire, donc je le mélange bien. Et ensuite, je le retourne et je mets mes cartes juste ici, prêtes à jouer. L'autre joueur va en faire autant et choisir son école de prédilection. Lui, c'est plutôt l'illusion, mais il n'est pas obligé, comme je vous disais pour Genève, il n'est pas obligé de choisir l'illusion, il peut choisir une autre école de magie. Alors comment vont se présenter les cartes de sort? Eh bien, vous voyez ici qu'il y a un sort dans un sens et un sort dans l'autre. À chaque fois, ce seront des sorts qui seront similaires, mais simplement, vous aurez une variante qui fera la différence entre l'un et l'autre des sorts. Vous avez toujours ici le type de sort, donc ici c'est un sort de contingence, bon, vous le verrez dans la notice si vous jouez le jeu. Ici vous aurez l'élément. Petite particularité au niveau des éléments ici, c'est que sur ce type de carte avec ce symbole, eh bien vous allez choisir vous-même l'élément qui va correspondre à votre carte, à votre sort. Ici par exemple grâce à ce jeton, je dirais que cette carte a un type d'élément de vent. Ensuite, le troisième symbole correspondra à la cible de votre sort. Ici, un petit personnage avec une petite astérix derrière correspond au fait de choisir un personnage, une cible n'importe où sur le plateau, même s'il n'est pas à vue. Ici, par exemple, ce sera un personnage, donc un autre mage, à 2 cases maximum de là où vous êtes pour lancer le sort. Donc lorsque vous êtes par exemple ici dans une salle et que vous lancez un sort à 2 de distance, eh bien cela veut dire qu'une cible qui se trouve ici pourra être touchée, une cible ici pourra être touchée, ici ou ici. Vous ne pouvez pas faire 2 de distance comme ceci, il faut toujours que vous soyez dans un axe ouvert par des portes comme on voit ici. Vous avez également des sorts de type piège, comme ceci, avec un petit piège de dessiné. Et là, ce seront des pièges avec des conditions, donc ce soit des conditions de zone. Par exemple, ici, vous avez un octogone de représenté coloré en rouge. Cela veut dire que le piège, vous pourrez le déclencher à partir du moment où une figurine rentrera dans une salle rouge. Alors vous allez avoir les mêmes petits symboles également, un petit bouclier pour la protection. Et bien il faut savoir que lorsque vous allez jouer des cartes pièges ou protection, vous n'allez pas les révéler, mais vous allez mettre des petits pions comme ceci dessus pour signaler aux autres joueurs que vous avez mis en place un piège ou que vous avez mis en place un sort de protection, mais les joueurs ne sauront pas de quel sort, de quel type de sort vous serez protégé, ni où se trouve le piège et comment se déclenchera-t-il. En fait, ils le sauront à partir du moment où l'action qu'ils feront permettra de déclencher le piège ou la protection. Alors avant de voir le tour d'un joueur, arrêtons-nous un petit peu sur le plateau des joueurs justement. Donc ici le plateau de Genève, en fait vous allez avoir plusieurs zones distinctes. Vous allez avoir les petits creux ici, les petits inserts pour les cubes qui vont représenter les points de dégâts de Genève par exemple. Donc vous avez 10 points de vie et à partir du moment où les autres joueurs vont vous faire des dégâts, ils vont mettre des petits cubes de leur couleur juste ici dans la barre de vie. À partir du moment où vous serez arrivé au bout de cette barre, et bien en fait vous serez détruite. En fait, en fait dans ce jeu là le truc c'est qu'on ne meurt jamais, le truc c'est qu'on revient dans sa chambre et après il va falloir repartir pour repartir au combat. Donc vous allez avoir à la majorité, c'est-à-dire qu'en fait un joueur qui aura mis tous les cubes de sa même couleur sur votre tableau de joueurs va vous neutraliser et gagner 5 points directement parce qu'il aura mis que des pions de sa couleur. Donc à ce moment-là, votre personnage retournera dans sa chambre, le joueur récupérera tous les cubes de sa couleur et il avancera de 5 points sur la piste des scores. S'il y a une répartition de différentes couleurs sur votre plateau, et bien en fait ce sera la majorité qui l'emportera. À ce moment-là, le personnage gagnera 4 points sur la piste des scores. Ici, je vous disais, donc c'était l'endroit pour les quêtes qui sont en cours mais qui ne sont pas réalisées. Ici, l'emplacement pour les quêtes réalisées. Ici, vous allez avoir votre grimoire. Ici, les cartes défaussées. Vous allez avoir ici les pions, l'emplacement pour les pions trophées, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez neutraliser un magicien, eh bien, il va vous donner un petit pion comme ceci que vous allez mettre juste sur votre emplacement trophée. Vous allez les cumuler et à la fin de la partie, celui qui en aura le plus gagnera des points supplémentaires.
vous avez un emplacement ici pour les salles détruites. Alors à quoi correspond la fonction, l'action salle détruite? Eh bien vous voyez que ici il y avait donc les petites tuiles action. Vous allez, grâce à vos sorts, placer des dégâts sur des fiches des autres joueurs, mais vous allez pouvoir également placer des dégâts sur les salles pour les détruire. Donc lorsque vous allez placer des dégâts, eh bien ce sera la même chose que pour les joueurs, hein. Par exemple, vous allez placer des cubes comme ceci sur une salle. Imaginons que le joueur blanc arrive et fasse la même chose, il en a 2, vous en avez 4. Donc c'est vous qui aurez détruit la salle, vous allez récupérer le petit pion et le placer juste ici sur votre plateau de joueurs à la fin de la partie. Cela vous rapportera le nombre de points qui est indiqué ici. Donc ce n'est pas des points à placer directement sur la piste des scores, mais par contre ce seront des points que vous allez cumuler à la fin de la partie pour essayer de départager et de faire un plus gros score que vos adversaires. Lorsqu'une salle est détruite, eh bien on enlève tous les cubes, on la retourne. Celle-ci est utilisable car on peut passer dedans, on peut se déplacer à travers cette salle, il n'y a pas de problème, mais par contre, vous ne pourrez plus faire l'action d'une salle qui est détruite. Lorsque nous allons faire des invocations de personnages, comme je vous montrais tout à l'heure le squelette, eh bien vous allez mettre vos cartes ici. Alors vous voyez qu'il y a des petites roses ici, 1, 2 et 3. Cela correspond aux petites roses que vous avez pour votre personnage. Alors ça c'est un des petits points faibles du jeu, car franchement c'est pas terrible. Ça s'en va tout seul, bon là ça va, ça tient bien. Et bien si vous êtes le premier, si c'est votre première invocation, vous prendrez la carte du squelette, vous mettez votre petite rose sur le squelette pour dire que c'est la numéro 1, et vous mettez ici votre carte, voilà. Donc comme ça, lorsque vous allez jouer les invocations, et bien en fait vous saurez, ou s'ils prennent des dégâts, vous saurez sur quelle carte les reporter. Et nous arrivons enfin sur le principe même du jeu qui est les sorts. Donc ici vous avez des emplacements pour placer des cartes sorts. Donc à chaque tour vous allez devoir placer au moins 2 sorts et vous allez pouvoir en placer jusqu'à 4. Vous serez obligé de mettre un sort ici en sort rapide et un autre ici en sort standard. Vous allez pouvoir mettre d'autres cartes qui seront optionnelles si vous le souhaitez en sort numéro 2 standard et en sort numéro 3 standard. Vous pourrez également utiliser des jetons qui sont ici pour vous déplacer et activer. Le petit symbole là, c'est activer ou pas, c'est-à-dire que c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé, vous pourrez activer une salle, donc l'action d'une salle. Donc lorsque l'on se déplace, eh bien on se déplace du maximum qui est indiqué sur votre tuile de personnage, ici 2. Vous pouvez également, si vous êtes dans une case où vous êtes avec une invocation ou un autre mage, eh bien vous allez pouvoir le frapper, donc à ce moment-là vous pouvez le frapper, et si vous voulez, si c'est toujours possible, vous pouvez activer la salle. Donc pour le frapper, eh bien vous allez infliger 2 points de dégâts pour ce personnage, il infligera 2 points de dégâts à un autre mage. Ici vous avez également une main avec 9 cartes dans la main, et bien cela correspond tout simplement au fait que vous ne pourrez jamais avoir plus que 9 cartes dans votre main. Donc lorsque vous utilisez un pion action, vous allez pouvoir l'utiliser soit pour la ligne du haut, soit pour la ligne du bas, vous ne pourrez pas faire les deux. Si vous utilisez pour la ligne du haut, eh bien vous déplacez et vous faites l'action de la salle si vous voulez, mais par contre le jeton il est retourné, vous ne pouvez plus y avoir accès sur ce tour. Donc vous allez pouvoir placer des sorts comme ceci, par exemple ici j'en ai placé 4, et lorsque vous allez jouer, eh bien vous allez pouvoir jouer un sort rapide et un sort standard par exemple, sauf que vous ne pourrez jamais jouer le sort 3 avant le sort 2 et surtout avant le sort 1. Donc si je dois jouer 2 sorts sur ce tour, eh bien je vais jouer mon sort rapide et mon sort standard numéro 1. Je peux également jouer une action, par exemple se déplacer, activer ou frapper et activer, plus un sort, par exemple si j'ai joué déjà celui-ci, donc je le retourne, si je l'ai déjà joué, eh bien je vais pouvoir jouer par exemple ce sort. Je vais pouvoir faire ce jeton plus ce sort, ou cette carte plus celle-ci, ou juste une carte rapide, ou juste un sort standard. Voilà, vous avez une multitude de combinaisons comme ceci de jeux possibles, mais la chose que vous ne pourrez jamais faire, c'est jouer 2 sorts standards de suite, c'est-à-dire le 1 et le 2. Ça, c'est niette, vous ne pouvez pas le faire. Votre tour s'arrêtera lorsque vous aurez rempli toutes vos actions. Si vous avez mis des cartes, vous êtes obligé de les jouer. La seule condition qui peut faire que vous ne jouez pas une carte, c'est que vous pouvez en utiliser une pour vous déplacer. Par exemple, si je dois déplacer mon personnage et que je n'ai plus de pion action de disponible, je peux défausser cette carte.
je la prends, je la défausse et je bouge mon personnage de une case. Donc comment se passe un tour? Vous avez ici le jeton avec la couronne qui est le jeton premier joueur. Le premier joueur ici dans ce jeu est très très bien parce qu'en fait ça va vous permet de faire évidemment des sorts préparés tout de suite. C'est-à-dire que vous avez bien compris que c'est un jeu de programmation. Et comme tout jeu de programmation, eh bien, si je prévois d'attaquer un magicien qui est censé être là, eh bien, peut-être que lorsque sera mon tour, il sera là-bas et je pourrai peut-être plus l'attaquer. Donc forcément, le premier joueur, lui, il est sûr de faire toujours ses actions dans les conditions qui sont devant lui. Donc pour avoir le jeton premier joueur, eh bien, vous le déterminez dès le début de la partie. Ensuite, vous pourrez faire l'action de la salle du trône juste ici pour l'obtenir. Ou bien parfois, vous avez sur les cartes événements, une petite couronne comme ici, et bien cela veut dire que le joueur qui tire les cartes événements, qui sera toujours le dernier joueur, c'est-à-dire que si le premier joueur, si vous êtes à 4 joueurs et que le premier joueur est ici, et bien celui qui va tirer la carte événement dans l'ordre sera toujours le dernier. Alors voyons tout de suite comment se passe un tour avec les différentes phases. Donc la phase de la rose noire, donc c'est la première phase à faire dans le jeu. Donc le joueur qui est le dernier joueur de la partie donc va tirer la première carte événement. Donc il y en avait une tout à l'heure mais c'est pas grave. On voit ici que c'est un effet immédiat, donc la rose noire avance de une case. Et puis on applique ici donc déplacer tous les mages dans la salle de la rose noire. Et l'effet est immédiat, on sort. Donc en fait, on déplace tous les mages dans la salle de la rose noire. Et on peut continuer donc cette phase de la rose noire. À chaque fois que vous êtes dans cette phase, si vous n'avez pas d'objectif, eh bien vous allez pouvoir en prendre des quêtes. Vous êtes obligé d'en avoir au moins une. Donc tous les joueurs qui n'en ont pas en prennent une. Vous en prenez connaissance et vous les placez juste ici. Donc là, évidemment, c'était le premier tour, personne n'avait de carte quête. Si on a été au deuxième tour, eh bien, les joueurs peuvent, à ce moment-là, choisir de défausser des cartes quête s'ils le souhaitent. Attention, hein, je vous rappelle, 1 point pour la rose noire si c'est avant la demi-lune, 2 points si c'est après la demi-lune et 3 points si c'est après la pleine lune. À ce moment-là, on arrive dans la phase d'étude. Chaque joueur va prendre... en commençant par le premier joueur, attention, c'est pas en même temps, c'est le premier joueur et après les autres. Les joueurs prendront 2 cartes de leur grimoire et choisiront 4 cartes parmi les écoles de magie qu'ils souhaitent. Donc par exemple ici, une conspiration, une divination, une nécromancie et une illusion. Je consulte mes cartes, j'en conserve seulement 2 parmi les 4. Les 2 autres, je les remets face visible en défausse derrière l'école de magie qui correspond. Je mets ces 2 cartes-là avec les miennes juste ici, et cela va composer ma main de départ pour le jeu. Donc c'est avec ces 4 sorts que je vais pouvoir commencer à jouer. Ensuite, vous aurez donc la phase de préparation. La phase de préparation, eh bien, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais regarder mes cartes. Je vais décider, tiens, par exemple, de mettre un piège ici. Je vais mettre un sort comme ceci ici. Et puis, par exemple, un autre piège ici. Et celle-ci, je décide de la conserver. Comme ça, j'aurai 5 cartes en main la prochaine fois au lieu de 4. Lorsque tous les joueurs ont fini cette phase de préparation, eh bien, nous passons à la phase d'action. Donc, le premier joueur va dire, eh bien, moi, je vais activer donc mon sort rapide. Donc, il ne présente rien à personne. C'est un piège. Donc, il va simplement dire, eh bien, c'est un piège. J'active mon piège. Donc, il met un pion juste ici pour définir... pour prouver aux autres joueurs qu'il a bien activé son piège. Si un autre joueur tombait dans la salle et déclenchait le piège alors qu'il n'avait pas activé le piège grâce à un jeton, eh bien il n'y aurait pas de réclamation possible, le piège n'aurait pas lieu. Et il dit par exemple, eh bien moi je vais frapper, je vais utiliser un pion d'action, je vais frapper le mage qui est avec moi, donc je lui mets 2 dégâts, donc hop, 2 petits cubes juste ici, et je vais pas pouvoir activer la salle puisque c'est la salle de la rose noire qui n'est activable qu'à partir du niveau 6. Donc lui, ce personnage-là a fait 2 actions. On passe au joueur suivant. Et ainsi de suite, pour revenir jusqu'à ce joueur qui maintenant va pouvoir refaire 2 actions s'il le souhaite. Donc il va par exemple pouvoir activer ce sort, il va pouvoir faire ce sort, donc il va attaquer ou bien avec l'effet de la carte. Attention, ici vous voyez qu'il y a un petit logo avec une boule noire, cela veut dire que en fait le sort rend instable la salle. Donc lorsque la salle est instable, eh bien on met un petit cube dans un des emplacements de la salle et pour voir si on peut arriver à détruire la salle. C'est une des manières de détruire les salles dans Black Rose War. Une fois les phases d'action terminées, on passe aux phases d'invocation. Donc si vous aviez un petit Launch Snake par exemple que vous aviez invoqué ici
dans le cimetière, et bien en fait ce sera à son tour de jouer. Donc sur sa carte de personnage, on voyait tout à l'heure, je vais la rechercher, mais on voyait qu'il se déplaçait de 2. Hop, donc il irait ici, mais pour la caméra, on ne le voit pas, donc je le mets juste ici, il se déplace de 2, hop, par exemple 1, 2, et puis il va attaquer de 2, par exemple l'autre mage, donc rebelote, hop, on lui recolle 2 dégâts, ce qui fait que ce personnage-là aura pris 4 dégâts, et lui a 3 points de vie, et puis, donc ça c'est la phase des invocations. À partir du moment où toutes les invocations ont joué, eh bien on arrive à la phase d'entretien. Donc la phase d'entretien correspondra à une chose, c'est-à-dire que l'on enlève tous les sorts donc, qui auront été utilisés, on les défausse. Alors seuls les pièges qui n'auront pas été déclenchés peuvent être récupérés en main si vous le souhaitez. Donc si vous souhaitez cette carte-là, vous la reprenez dans votre main, hein, pas dans votre grimoire ni votre défausse, mais dans votre main. J'avais gardé une carte, donc maintenant j'en ai 2. Et puis donc toutes les autres sont défaussées, tous les pions sont remis à 0. On remet tous les pions de salle sur leur côté actif, hein, donc plus le côté croix si elles ont été utilisées. On vérifie si une salle est devenue instable, c'est-à-dire si elle peut être potentiellement détruite. Et on vérifie également si un joueur a atteint les 30 points ou si la rose noire a atteint les 30 points. Si c'est le cas, on passe au décompte des points. Si ce n'est pas le cas, eh bien le dernier joueur va pouvoir faire la phase d'événement. Donc on va reprendre une nouvelle carte. Ah tiens, le dernier joueur passe premier joueur grâce au pion. Par exemple, imaginons que c'était Marco, et bien il passe premier joueur grâce à la carte événement. La carte événement ici, c'est un effet immédiat également, on applique l'effet, ça s'en va, on applique les points pour la rose noire, etc. Enfin, vous avez compris le fonctionnement de Black Rose War, c'est pas compliqué. Il y a un petit peu de matériel, bon bah voilà, il y a des cartes, des trucs, mais c'est vraiment très simple, ça va assez vite, sauf si vous avez des joueurs qui mettent beaucoup de temps à lire les cartes et puis à essayer de faire des stratégies un peu de dingue. Donc là, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Pour le décompte des points, on regardera le nombre de quêtes accomplies. Celui qui aura le maximum de quêtes accomplies, eh bien, gagnera 6 points, je crois. Le deuxième aura 3 points et chaque autre joueur qui aura rempli une quête aura 1 point. On regardera les jetons trophées lorsque vous aurez neutralisé des mages. Celui qui en aura le plus gagnera 4 points, le deuxième 2 points, et ceux qui en auront au moins 1 gagneront 1 point. On va ajouter le nombre de points, donc si vous aviez des salles qui étaient instables, c'est des salles détruites, vous allez regarder, vous allez ajouter le nombre de points à votre score. À savoir que chaque pion de personnage a une phase plus 30, donc lorsque vous allez passer les 30, vous allez retourner votre pion et vous allez continuer comme ça à repartir du début pour faire plus que 30 points. Le joueur qui aura à la fin de la partie le jeton couronne en sa possession gagnera 1 point supplémentaire. Et ben voilà, vous savez à peu près tout sur Black Rose War. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur ce jeu absolument incroyable. Et ben voilà, on se retrouve après ces explications. J'ai essayé de condenser au maximum pour que ça ne prenne pas beaucoup de temps, parce que les vidéos de 50 minutes c'est sympa, mais c'est un peu relou au bout d'un moment. Surtout quand on veut se faire un petit rafraîchissement comme ça avant une partie. Donc voilà, j'ai essayé de faire au plus court. Je vous ai pas donné toutes les informations, mais donc mon avis sur Black Rose War, eh ben, vous le savez déjà, je trouve que c'est un jeu absolument génial. Il fait partie de mon top 5 de tous mes jeux préférés ici. Voilà, Black Rose War, j'y ai pas joué des milliers de fois parce que c'est pas évident de le sortir, mais à chaque fois qu'on l'a sorti, c'était un pur bonheur. Je fais d'ailleurs une petite dédicace à Gwaigonjin, mon ami Gwaigonjin de Strasbourg, qui attendait cette petite vidéo, voilà, sur Black Rose War. Donc j'espère que ça va te donner envie d'y jouer. Alors sachez qu'il y a le Rebirth qui sort bientôt sur GameFound, je crois, ou Kickstarter, je ne sais plus. Voilà, ça sort fin août, et donc je ne sais pas trop ce qu'est le Rebirth. A priori, c'est une extension pour le jeu de base, mais en même temps, c'est un stand-alone aussi. En gros, c'est une deuxième boîte complète comme celle-ci, et puis vous pouvez mélanger les deux boîtes. Je pense que c'est ça un peu l'idée. Donc voilà, donc Black Rose War, c'est un jeu très intelligent. Vraiment, vous allez passer un super moment. La gestion des sorts, c'est assez compliqué de savoir choisir pour anticiper les bons trucs, hein. Voilà, c'est un jeu de programmation, donc forcément il y a des joueurs qui vont programmer des choses et ça va pas se passer comme vous le pensez, donc il va falloir attendre le prochain tour ou essayer de récupérer le jeton couronne, qui est vraiment un des points stratégiques indispensables de ce jeu. Donc ça, il faut essayer de le choper. Les boules, c'est quand vous allez à la salle du trône pour le choper, que juste derrière, avant la manche suivante,
vous pensez commencer le tour, et puis bah là il y a la carte événement du dernier qui tire la carte événement, et là le jeton revient à celui qui a tiré la carte événement parce qu'il y a la petite couronne, donc là vous avez un peu les boules, mais voilà, c'est comme ça. Les figurines elles sont juste magnifiques. Je vous ai même pas montré les figurines, mais c'est pas grave, il y en a plein, des photos sur internet. Les figurines sont très très chouettes. J'aimerais bien trouver l'extension Chronos qui était vendue avec le Kickstarter à l'époque, mais je l'ai pas, donc voilà, j'aimerais bien trouver cette extension pour compléter la collection, et puis bah, on verra, peut-être que dans le Kickstarter de Rebirth, il y a peut-être des trucs intéressants. Et en tout cas, peut-être que vous pouvez récupérer une boîte de Black Rose Wars première édition dans leur Kickstarter, hein, peut-être, je sais pas encore le contenu, pour une somme un petit peu moins élevée, parce que je crois que c'est un jeu quand même qui est assez élevé en boutique, donc voilà. Black Rose War, pour moi, c'est vraiment un top, c'est un must-have pour les gens qui aiment ce style de jeu. Vraiment, je vous le conseille 1000 fois, Black Rose Wars de chez Ludus Magnus Studio. À bientôt pour une nouvelle vidéo, et maintenant que vous savez tout, ou presque, hein, parce que je vous ai pas tout expliqué sur Black Rose War, et ben alors, tu joues ou quoi ?